Place au parti pris. Abnous Chalmani nous rejoint pour l'international, Pascal dans un instant pour l'économie et Antoine Oberhof pour la politique. Et c'est vous qui commencez, Antoine. On en a dit un mot rapidement tout à l'heure. Et vous nous dites, voilà ce à quoi on assiste. Mélenchon, la contradiction. Non merci. Ah oui, alors là, je dois dire que lundi soir, Jean-Luc Mélenchon, et ça a retenu mon intérêt, inaugurait un nouveau format inédit, la conférence de presse sans presse. Enfin, sans vieille presse, pas de chaîne d'infos, pas de grands quotidiens, pas d'éditorialistes, uniquement des nouveaux médias en ligne, de préférence acquis à sa cause, triés sur le volet, ou des influenceurs. Pendant près de 2 heures, le leader insoumis a donc parlé longtemps, très longtemps, du traitement infamant qui lui était réservé dans le cadre de l'affaire Quentin Derenque, maniant à chaque fois l'inversion accusatoire. Ce n'est pas nous qui agressons, c'est vous qui nous agressez, bien sûr. Ça, c'est un classique de la rhétorique mélenchoniste. Donc un monologue intégral, sans contradiction, sans relance hostile. Un exercice qui, en somme, n'avait rien à envier au grand discours fleuve de Fidel Castro, où la question sert surtout à lancer la réponse, plus qu'autre chose. Et seuls les nouveaux médias ont pu profiter de la logorée mélenchonienne. Les autres, les chiens de garde, représentants... C'est quoi un nouveau média ? Alors, un nouveau média, difficile à définir, bien évidemment. Chronologie, c'est le dernier apparu dans le paysage. Il faut que vous soyez implanté uniquement sur le web, uniquement numérique, donc les pure players, comme on dit dans le jargon, ou alors que vous ayez une chaîne YouTube à votre compte, pour ce qui est des influenceurs, pourquoi pas sur Instagram. Donc voilà ce que sont les nouveaux médias. Oui, je vais m'y mettre. Mais alors pour les autres, pour les représentants de la télévision cathodique dont nous sommes, ceux-là, ils ont été laissés à la porte. La presse écrite. La presse écrite. De même, Le Monde, Libération, tous autant qu'ils sont, laissés à la porte, priés de regarder par la fenêtre des réseaux sociaux le propos de Jean-Luc Mélenchon. Il avait tout de même un petit message pour Jean-Luc Mélenchon, à ceux qu'il surnomme, qu'il baptise les représentants de l'officialité médiatique. On l'écoute. La guerre est commencée. Nous avons une stratégie. Si nous pouvons faire exploser le front officiel du parti médiatique, nous serons contents. Si nous le fissurons, ça sera déjà ça. S'il est toujours là, on recommencera. Voilà, c'est clair. Une déclaration de guerre. Oui, mais il faut dire que Jean-Luc Mélenchon, il supporte, et sa susceptibilité supporte de moins en moins bien les plateaux de télévision. Ce qu'il décrit comme d'ailleurs des gardes à vue médiatiques, de celles que son lieutenant Manuel Bompard a dû subir ici même, sur ce plateau, sur LCI. Façon de parler. Façon de parler, bien sûr. Plus question de participer à ces séances de l'inquisition, dit Mélenchon, où l'on cherche tantôt à vous faire condamner le Hamas, tantôt à vous faire regretter votre alliance avec la Jeune Garde, ces groupuscules d'antifascistes présumément impliqués dans la mort de Quentin Derenque. Heureusement, les nouveaux médias sont là pour lui offrir cette oasis de fraîcheur dont il avait besoin, et dans cette conférence nouvelle formule, personne ne viendra lui chercher des poux dans la tête. Ça, soyez-en assurés. Il n'y a pas eu de question dérangeante du tout lundi. On va y venir. Et je vous propose d'ailleurs qu'on y vienne tout de suite. Écoutez, par exemple, la question du fondateur de ce média, Alerte Racisme, qui, vous allez le voir, est assez en phase avec le leader insoumis. D'abord, je tenais évidemment à vous apporter mon soutien en tant que président d'Alerte Racisme face à la cabale médiatique dont vous faites l'objet. Ça nous empêche justement de parler des vrais problèmes et notamment de l'explosion des faits racistes. Voilà, alors ça c'est ce qu'on appelle un effet de cadrage, vous voyez. Personne pour poser des questions à Jean-Luc Mélenchon sur l'affaire Quentin Derenque, pour savoir s'il se sent une quelconque responsabilité dans le fait que l'un des collaborateurs parlementaires du député insoumis Raphaël Arnaud ait été mis en examen pour participation à un homicide volontaire. Non. Là, aucune question de ce type. Il y avait par exemple aussi la voisine de ce jeune homme, Marie Mouline, représentante de la chaîne Nouvelle Pensée Critique, suivie par près de 20 000 abonnés. Elle aussi, elle se disait atterrée par la stigmatisation de la France insoumise dans une période terrifiante qui n'a rien à envier aux pires heures du pétainisme, ce qui lui suggérait une question à cette demoiselle. Pourquoi ne pas en profiter pour tirer votre programme encore plus à gauche ? Voilà une bonne question. Une curiosité qu'on n'aurait pas été capable de faire. Mélenchon, vous êtes de droite. Oui, absolument. En tout cas, pour le NPA et quelques autres anticapitalistes. Une curiosité bien orientée, en somme, dont les journalistes qui ont pignon sur rue à Paris n'auraient sans doute pas été capables. Raison pour laquelle, je vous le disais, ils se sont vus refuser leur accréditation. Parce que Jean-Luc Mélenchon, il a toujours
exécrer, abhorrer ces médias. Libération, pour lui, c'est une carpette boboïde qui fait profession de raconter des saloperies venimeuses, pardon, je cite, et perverses sur son compte. Le Monde, une succursale de l'ambassade des États-Unis devenue, au fil du temps, le journal de la bonne bourgeoisie. D'autres journalistes se voient affublés de noms affectueux. Patrick Cohen, par exemple, sale perroquet du système. Christophe Barbier, un fasciste parfumé. Bon, ne vous inquiétez pas, Elisabeth, si vous avez une suggestion à faire, on vous trouvera bien un petit surnom à la France Insoumise, j'en suis sûr. Mais au cas où nous aurions mal compris la critique du système médiatique des Insoumis, je vous propose que nous écoutions Sophia Chikirou, candidate insoumise à la mairie de Paris, qui a précisé le propos. Alors, je vous entends. Elle a précisé le propos. Ah oui, on l'écoute. Écoutez-là, je vous assure, ça vaut le détour. Virez les fascistes de l'Assemblée. Virez les fascistes des conseils municipaux. Virez les fascistes des médias, parce qu'on n'en peut plus des laquais des fascistes sur les plateaux télé. Vous nous dégoûtez. Vous n'êtes pas journaliste. Vous n'avez rien de journaliste. Rendez la carte. Vous êtes des petits agents. C'est ce que Simone Veil appelait les nazis à petits pieds. Voilà ce qu'ils sont, des nazis à petits pieds. Des nazis à petits pieds, donc avec cette rage dont Sophia Chikirou a le secret. Alors, soyons honnêtes, la critique des médias n'a rien de scandaleux en soi. On n'est pas à ce point, je crois, atteint du virus corporatiste pour penser que les médias seraient exempts de toute critique. Mais d'ailleurs, on peut se dire qu'ils rivalisent assez souvent avec les politiques sur l'échelle de la défiance. En revanche, ce qu'il faut le souligner, c'est que cette rhétorique anti-système, ce mépris souverain pour les journalistes, ces petites cervelles, comme les appelle Jean-Luc Mélenchon, qui ne servent qu'à recracher des éléments de langage, il vient de loin chez Jean-Luc Mélenchon. Il vient au moins de l'époque où son fils spirituel, François Delapierre, était encore de ce monde et avait théorisé le fait que les médias étaient cette seconde peau du système qu'il fallait faire absolument sauter. Voilà pourquoi il leur déclare la guerre. Et c'est pour cela qu'il les qualifie d'officialité médiatique. Rapidement, c'est pas la première fois que Jean-Luc Mélenchon s'en prend à des journalistes. Il y a des scènes qui sont très anciennes là-dessus et des interpellations violentes. Qu'est-ce que ça recouvre en ce moment même là ? Le tournant que nous avons pris après l'attaque terroriste du Hamas le 7 octobre 2023, c'est que Jean-Luc Mélenchon désormais estime qu'il peut complètement s'affranchir des médias traditionnels. À la Trump. Il le disait. On rappelle que l'élection de Trump, pour la première fois dans l'histoire américaine, s'est faite d'abord avec les médias, ce qu'on dit alternatif. Les réseaux sociaux. Non, c'est exactement ce que j'allais répondre. C'est qu'aujourd'hui, il y a tellement de niches militants et partisans, et qui sont d'ailleurs la première source d'information pour une partie de la population française, dont les jeunes, c'est que là, pour lui, c'est une autoroute. C'est qu'il n'y a plus besoin, en fait, de journalistes professionnels. Et quand Chico se met à hurler « Rendez votre carte, vous êtes tous des nazis », c'est au fait, vous n'avez même pas besoin de dire ça, c'est que vos cartes ne nous intéressent pas, parce que nous, maintenant, nous avons nos niches et nous avons nos porte-paroles qui passent par les réseaux sociaux. Moi, le nombre de personnes très jeunes qui me disent « Moi, je ne m'intéresse qu'aux réseaux sociaux », ça, c'est inédit, et ça risque de changer la donne, ce qui lui permet d'éructer de plus en plus. Mais on est quand même à dire que maintenant, les deux termes employés, c'est nazi et fasciste, et pour tout ce qui n'est pas mélenchoniste, ça, c'est quand même quelque chose de très, très dangereux. Il le faisait régulièrement. Maintenant, c'est quand même tous les jours, systématiquement, et c'est vraiment là, on arrive à ce qu'on appelle le point Godwin, on est en plein dedans, quand même. Très bien. Je voulais vous donner un rendez-vous politique sur LCI. Tiens, Jordan Bardella, le président du Rassemblement National, sera invité de Margot Haddad. Ce sera vendredi, sauf erreur. Vous le voyez, entretien exclusif avec Christophe Barbier et Thierry Breton. Voilà, ce sera vendredi. Avant cela, votre parti pris. Pascal, on va parler de la rupture conventionnelle. Oui. C'est un sujet qui vous tient à cœur. Je vous ai déjà entendu dénoncer la dérive, mais là vous dites, mais il faut vraiment faire quelque chose parce que ça coûte un pognon de dingue. C'est vrai. Alors je suis pas l'auteur de la formule, vous la connaissez. J'avais envie de vous dire quel succès et en même temps quel gaspillage. Alors observez peut-être, Elisabeth, pour commencer, la croissance du volume de ces ruptures conventionnelles. Je vais expliquer précisément de quoi il s'agit. On démarre en 2016 et vous voyez qu'il y a une croissance quand même très significative, 323 000
En 2016, on est à 514 000. Et puis si on remontait à 2008, c'était au départ quelques dizaines de milliers de cas. Il s'agit d'ailleurs d'une loi de 2008 sur la modernisation du marché du travail qui est inscrite dans le Code du travail. L'objet, c'est simplement d'éviter les conflits. C'est de fluidifier les relations sociales dans l'entreprise entre les employés et les employeurs. C'est, si vous voulez, un divorce professionnel par consentement mutuel. En tout cas, c'est présenté comme tel. Elle doit être volontaire. C'est pas quelque chose qu'on impose, la rupture conventionnelle, et elle évitait à l'époque, c'était l'esprit en tout cas, la démission du salarié. Vous démissionnez, vous n'avez aucun droit, vous n'avez même pas droit au chômage, hein. Donc vous partiez avec rien finalement. C'était pas une solution qui était souhaitable. Il y a des salariés qui avaient envie de partir, et donc l'idée de trouver un moyen de négociation était une bonne idée. Pour les entreprises, c'était moins de recours au soutien des avocats devant le Conseil des prud'hommes. Alors le Conseil des prud'hommes, dans le meilleur des cas, vous savez, diriger des entreprises pendant une partie de ma vie, je me suis retrouvé dans le Conseil des prud'hommes, et puis quand la décision ne plaisait pas, on allait en cour d'appel. À chaque fois, ça faisait la fortune des avocats. Alors, à l'issue d'une rupture conventionnelle, le salarié part aujourd'hui avec une indemnité, il est éligible à l'assurance chômage. Dans le meilleur des mondes, le principe de l'accord est idéal. Moi, je trouve que c'était au départ une très bonne idée. Mais le dispositif a été dévoyé, il a donné lieu à des excès, tant et si bien que les ruptures conventionnelles représentent aujourd'hui un quart des dépenses de l'assurance chômage, c'est-à-dire plus de 9 milliards d'euros par an. Au troisième trimestre 2025, donc on a des chiffres qui sont actualisés, 132 400 ruptures ont été enregistrées pour un total d'environ 500 000 par an. En fait, les ruptures conventionnelles, Elisabeth, se sont transformées au choix entre la démission indemnisée ou le droit à être licencié. Or, on ne doit pas être volontaire pour le chômage, on est plutôt volontaire pour l'emploi. Et elle concerne le plus souvent des cadres. J'ai un ou deux exemples. Il y a des métiers dans lesquels il y a des spécialistes des ruptures conventionnelles. J'ai rencontré il n'y a pas très longtemps un patron qui m'a dit, voilà, nous, dans le métier, on a une liste noire des cadres qui tournent dans les entreprises, je recharge mes droits. Je vais travailler 1 an et demi, 2 ans, et puis je m'ennuie. Et j'espère d'ailleurs, j'estime avoir droit au chômage, j'espère y avoir recours, j'estime que j'ai suffisamment bossé pour faire valoir mes droits, c'est la République des droits, et donc, si le patron n'est pas d'accord, je vais me mettre en arrêt de travail, et puis je vais multiplier les arrêts de travail jusqu'à ce qu'il cède finalement. Donc il y a une liste avec des spécialistes de ce type. Et que les patrons d'un certain nombre d'agences parisiennes, dans des secteurs définis. Je vous dirais pas dans quel métier parce que ce serait signé. Non. Mais les patrons des grandes agences, oui, je vous ai déjà donné une petite indication. Les patrons des grandes agences se sont passés une espèce de liste noire. Alors, face à cette dérive, je rappelle qu'il y a 60 milliards d'euros de dettes à l'assurance chômage. Les organisations patronales et les syndicats cherchent des solutions. Il y en a 3 qui me paraissent disponibles. 1, d'abord, différer l'accès aux indemnités chômage. 2, rendre dégressives les allocations. 3, réduire la durée d'indemnisation. Ce sont des pistes qui sont sur la table. Avec un chômage élevé, à mon sens, l'accès au chômage n'est pas un droit. Ça ne doit pas être une chance. Ça doit rester le dernier recours. Merci. Je crois qu'il n'y a rien à ajouter. Abnous, Berlin drague Pékin. Comme d'hab. Ça. Et pendant ce temps-là, que fait Paris ? Paris gesticule. Et oui, comme d'habitude, Friedrich Merz est arrivé ce matin à Pékin pour sa première visite officielle en Chine depuis son entrée en fonction. Il est accompagné de 13 chefs d'entreprise, Volkswagen, BMW, Mercedes-Benz, Siemens. Ils sont tous là. Il a été reçu par le Premier ministre Li Qiang, puis il va dîner avec Xi Jinping, évidemment. Il visitera les usines Mercedes-Benz de véhicules autonomes, la cité interdite, puis se rendra à Hangzhou pour visiter encore d'autres usines. Et dans tout ça, pas de Macron, pas d'Ursula von der Leyen, pas de commissaire européen, rien du tout. L'Allemagne y va seule avec ses industriels pour défendre ses intérêts bilatéraux. C'est un choix et c'est surtout un schéma qui se répète depuis 20 ans. Angela Merkel, souvenez-vous, et s'est rendue en Chine 12 fois en 14 ans de pouvoir entre 2005 et 2019, soit presque une fois par an. À chaque fois le même rituel, un Airbus rempli de PDG, des accords bilatéraux signés au Palais du Peuple. Et moi, ce que j'adore, des visites de terrain soigneusement mis en scène. On croirait le petit livre parfait du petit, vous savez, du petit chinois sage communiste. Vous avez Merkel apprenant à cuisiner le poulet Kung Pao. Vous avez Merkel enseignant l'arithmétique
d'arithmétique dans une école primaire. Merkel visitant une usine, je crois qu'elle les a toutes visitées. Elle est devenue tellement pote que Xi Jinping l'appelait ma vieille amie. C'était vraiment genre une année sans Merkel, c'était inimaginable, ce n'est jamais arrivé. Et quand je dis jamais, jamais de président français dans l'avion. La Chine pour Merkel, c'était le précaré, relation bilatérale jalousement gardée, où la dimension européenne n'est là qu'en gros pour faire décor. C'est un peu dans le discours, on précise que l'Allemagne fait partie de l'Europe, mais pas plus. Scholz reproduit exactement le même schéma que Merkel le 4 novembre 2022, 3 semaines après la reconduction de Xi Jinping, où on sentait quand même une petite dérive au pouvoir, et 8 mois après l'invasion de l'Ukraine. Chine, grand soutien de la Russie. Scholz se rend seul à Pékin pour une journée avec sa corde de PDG habituelle. Macron lui avait même proposé je peux venir avec toi, il avait dit non. Et en 2024, Scholz y retourne et Macron dit je peux venir, et Rebelote il lui dit non. Ce qui commence quand même. Et par contre, visite d'État de Xi Jinping en France en mars 2019, et là Macron invite et Merkel et Juncker, qui était alors président de la Commission européenne, la première, la chancelière allemande, le commissaire européen, la France, la Chine, tout ça autour de la même table. L'Élysée, alors là, communiqué sur communiqué, un front uni est nécessaire pour véritablement défendre les intérêts et les valeurs qui unissent les pays de l'Union européenne. Le visage d'une Europe qui parle d'une seule voix sur la scène internationale est en train d'émerger. Et ben, la photo, comme d'habitude, est belle. Mais pour de vrai, Merkel avait vu Xi Jinping 2 jours avant. Tous les accords bilatéraux avaient été signés. Donc, en fait, il ne s'est rien passé. La France a signé que dalle de rien du tout. Et donc, comme d'hab, la vitrine est belle. Et derrière, il ne se passe rien. Mais Macron, le président Macron s'acharne. Il amène Ursula von der Leyen en Chine pour une rencontre avec Xi Jinping en avril 2023. Message européen, on en fait des tonnes. Le résultat, c'est un fiasco diplomatique. Rappelez-vous, dans l'avion de retour, le président Emmanuel Macron déclare que l'Europe ne devrait pas être suivie des États-Unis sur Taïwan. Tempête transatlantique, rien ne va plus, d'autant plus que c'est exactement ce que Xi Jinping voulait, c'est rompre le front occidental sur Taïwan. On n'a vraiment pas de chance en Chine. En résumé, Macron voulait européaniser la relation avec la Chine pour diluer la dépendance allemande à la Chine et renforcer finalement la dimension européenne. C'est totalement raté. L'Allemagne, c'est hors de question parce qu'elle va perdre sa marge de manœuvre bilatérale et qu'elle serait obligée d'accepter des positions sur les droits de l'homme, les Ouïghours, tout ça c'est mal, et que ça va quand même nuire un peu à ses exportations. Donc l'unité franco-allemande, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, est déjà pas tout à fait au point, mais alors elle s'arrête définitivement aux portes de Pékin. Les Allemands signent leur contrat, les Français rentrent avec des discours, l'un a des carnets de commande, l'autre, il fait des communiqués de presse. Je crois qu'on est devenus des spécialistes des communiqués de presse en France. Et ce qui est dingue, c'est que chaque visite bilatérale d'un pays européen occidental en Chine, c'est une victoire pour la Chine. Xi Jinping reçoit Macron en 2025, Starmer en 2026, Mark Carney, le Canadien, en janvier dernier, Merz là aujourd'hui. Chacun vient avec ses industriels, ses demandes, ses faiblesses. Pékin joue les Européens les uns contre les autres, ses marches. Et pendant ce temps-là, qui se frotte les mains? Évidemment, c'est Donald Trump, parce que qu'est-ce qu'il voit? Un front désuni. Ils sont vraiment pas capables de s'unir ni économiquement, ni militairement, ni géopolitiquement. Résultat, qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent contre la Chine et contre les tarifs douaniers américains? Ils sont trop divisés pour résister à Washington et trop faibles individuellement pour un bras de fer avec Pékin. Ce qui est fascinant, c'est la permanence de ces liens, effectivement, qui sont dommageables à l'unité européenne, et la France qui répète les mêmes erreurs, et l'Allemagne qui continue à la seule de faire prospérer, et Pékin qui encaisse. Que pour la première fois, le président Macron n'a même pas demandé à Merz s'il pouvait venir dans ses bagages. Là, je crois qu'il a compris. Merci en tout cas à tous les trois, Pascal, Antoine et Amnouz. Bonne soirée à tous sur LCI.